Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Télé Africa. Merci d'être sur notre antenne pour suivre cette émission consacrée au sujet qui fait l'actualité au Gabon sur le plan politique. L'organisation le 12 avril prochain de l'élection présidentielle. Le retour de votre émission, 21h, le grand rendez-vous après 2 mois de vacances. Nous sommes donc de retour pour vous donner toutes les informations utiles en rapport avec cette forte actualité qui prévaut donc au Gabon. L'élection présidentielle, on l'a dit, l'une des séquences importantes de cette période d'exception dans laquelle le Gabon se trouve depuis le 30 août 2023, à la faveur d'un coup d'État, coup de libération mené par des éléments de force, de défense et de sécurité regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Quelques semaines avant l'ouverture officielle le week-end du 29 mars prochain de la campagne électorale. 4 candidats pour le moment sont donc sur la ligne de départ. 4 candidats dont Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Binzé, l'ancien porte-parole et conseiller de l'ancien distingué camarade président du PDG Stéphane Germain Iloko Boussengi, mais aussi Joseph Essingone Lapensée. D'autres recours sont introduits au sein de la Cour constitutionnelle. Attendu le rendu de la haute juridiction ce 20 mars 2025 au sujet donc de ces recours qui ont été introduits par certains candidats qui ont donc vu leur dossier de candidature invalidé par le ministère de l'Intérieur, qui sera donc repêché par la haute juridiction si jamais évidemment le recours arrivait à prospérer. En tout cas, il reste quelques 48 heures avant le verdict de la mère des lois, donc non pas de la mère des lois, mais de la haute juridiction, la Cour constitutionnelle. On note sur le terrain la mobilisation des appareils politiques, surtout la mobilisation de la société civile, des associations, des fédérations, des ONG qui se sont massivement faites enrôler, qui ont adhéré dans le mouvement, ce qui est convenu d'appeler le mouvement, le rassemblement des bâtisseurs. Quid donc de cet attelage qui est mis en place par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a donc désigné Ange Kevin Zigou, avocat au barreau du Gabon, comme étant le coordinateur général du rassemblement des bâtisseurs. Attendu l'adhésion également des partis politiques, des partis qui ont organisé le week-end dernier leur congrès à Libreville, notamment la capitale du Gabon. Pour évoquer toutes ces questions, je suis avec 3 invités, pas des moindres. Je reçois l'ancien ministre universitaire, ancien militant du Parti démocratique gabonais aussi, Jonathan Toutoum-Ngom. Jonathan Toutoum-Ngom, bonsoir. Bonsoir. Je vous vois sourire. Pourquoi vous souriez? Non, par rapport aux précisions données, il fallait préciser aussi ancien militant et porte-parole de Démocratie Nouvelle. Bien évidemment. Ça allait être complet cette présentation. Bien évidemment. Il y a également sur le plateau Marcel Libama, en sa qualité d'acteur majeur de la société civile, mais surtout de député de la transition de l'Assemblée nationale de transition. Monsieur Libama, bonsoir. Bonsoir. Comme disait le ministre ici sur le terrain, il ne faut jamais oublier que je fus un élu local et un directeur de campagne lors de la dernière présidentielle pour le compte du mouvement Alternance 2023 dans le Haut-Togo. Mouvement Alternance 2023 qui battait campagne pour le candidat de l'opposition, Albert Ndossa. Il y a aussi sur le plateau un acteur politique bien connu évidemment dans notre pays, puisqu'il s'agit de Pascal Koulou, qui lui est ancien responsable du mouvement politique ou du parti politique BDP Bongo Doit. Bonsoir, M. Bongo. C'était Bongo doit... Non, c'est Bloc démocratique populaire. Ah ouais, à l'origine, Bongo doit partir à l'origine. La nostalgie de Bongo doit partir. Qui s'est mué en Bloc démocratique populaire. Pour des raisons évidentes. Oui. L'objectif ayant été partiellement atteint, aidé par la nature, Bongo est parti. Logiquement, il nous revenait de restructurer le mouvement et lui donner une autre orientation, étant entendu que l'orientation nouvelle, c'est d'asseoir la démocratie populaire avec une déclinaison panafricaniste. Merci beaucoup à tous les 3 d'être autour de la table pour que nous puissions décrypter cette forte actualité en rapport avec l'organisation prochaine, le 12 avril. On se rapproche tout progressivement vers cette élection présidentielle en passant évidemment par l'ouverture officielle de la campagne électorale.
Pour le moment, il y a donc 4 candidats en lice, 4 candidats retenus par le ministère de l'Intérieur, 4 candidats dont les dossiers n'ont souffert d'aucune contestation. D'autres candidats ont introduit de recours au sein de la Cour constitutionnelle pour espérer être repêchés. C'est le cas de Jean-Rémy Yama, c'est le cas de Marianne Fabienne et Solaim Foutam, je pense. C'est le cas également de Michel Ngundou Lunda. Donc 48 heures, dans 48 heures, on aura le rendu de la haute juridiction. Pascal Nkoulou, dans les faits, ce que l'on constate, c'est que les 4 candidats qui ont été retenus pour le moment par le ministère de l'Intérieur sont déjà en pré-campagne. Ils occupent le terrain, ils occupent l'espace. Si par extraordinaire, il s'avérait que la haute juridiction repêchait les 3 candidats ou les 4 qui ont introduit le recours ou l'un des deux. Disons que comment ça se présente? Il est à noter qu'il y a plusieurs filtres, donc plusieurs étapes à franchir pour que la candidature de tout le monde soit considérée comme étant soit validée, soit rejetée. Or, par principe d'équité, il aurait été tout de même intéressant d'attendre que la Cour constitutionnelle saisie de recours se prononce pour que les dates effectives donc, de démarrage de campagne puissent être de nature à profiter de la même façon à tous les candidats. Parce que j'ai été candidat, je sais ce que ça fait. Vous ne pouvez pas à la fois évoluer en suivant un recours à la Cour constitutionnelle et vous organiser sur le terrain. Pour des raisons de prudence et par logique évidente, vous êtes tenu d'attendre que la Cour se prononce pour savoir si vous pouvez engager vos ressources à la fois financières et humaines sur le terrain pour vous inviter à la campagne électorale. Or, si vous le faites et puis qu'après votre candidature est invalidée, vous paraissez vraiment ridicule. Donc, par mesure de prudence, les candidats qui ont saisi la Cour attendent la conclusion qui va être celle de la Cour par rapport à leur candidature. Donc, logiquement, pour des raisons d'équité, je crois qu'il aurait été bon que les dates d'entrée, donc les dates officielles d'entrée en campagne, soient arrêtées après qu'on ait effectivement tous les candidats connus officiellement pour leur permettre d'avoir le même temps d'évolution sur le terrain. Il est bien vrai qu'une fois que quelqu'un sait qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, libre à lui de la démarrer 1 an, 2 ans avant. Mais au moins pour ce qui est des dates officielles, je crois que nos législateurs, et je parle à côté d'un parlementaire, n'ont pas fait preuve de beaucoup de vigilance à ce niveau parce que les gens ont 10 jours pour mener une campagne. Or, beaucoup d'entre eux ont quand même perdu près de 2 semaines entre le moment du constat du rejet de leur candidature, la saisine de la Cour constitutionnelle. La Cour a 8 jours pour se prononcer. C'est beaucoup de temps pour un candidat, beaucoup de temps perdu par rapport à ceux qui n'ont pas fait l'objet de retenue et qui peuvent déjà être en campagne. Jonathan Totongom, est-ce que là on peut observer une forme de limite par rapport à ce point précis du code électoral, le nouveau qui a été élaboré, soumis à l'appréciation du Parlement, le point en rapport justement avec l'officialisation de l'ouverture de la campagne, alors même que les dossiers de candidature n'avaient pas encore été déposés au ministère de l'Intérieur, sachant que, comme dans toute élection, il peut toujours avoir des recours, il peut toujours avoir des saisines de la Cour constitutionnelle. Bien, merci. Vous savez que c'est dans l'application d'un texte qu'on se rend compte de ses faiblesses ou de ses points forts. Et en l'espèce, je pense que Pascal Nkoulou a tout à fait raison. Il aurait fallu qu'on attende la publication officielle de toutes les candidatures, y compris le recours, les candidatures qui ont fait l'objet de recours. Or, en l'espèce, nous pensons que au regard de l'allure prise par certains candidats, c'est-à-dire au regard du déploiement sur le terrain de certains candidats, on n'est plus face à l'équité exigée par toute élection, parce que les uns auront un temps plus long en termes de pré-campagne que d'autres, si jamais la Cour repêchait 2, 3 ou 4 candidatures parmi les recours qui ont été introduits. Et de ce point de vue, nous pensons qu'il n'y a pas trop d'équité à ce niveau-là. Et ce sont là des failles à corriger prochainement pour que finalement nous ayons une élection crédible, transparente et dont les résultats doivent être acceptés par tous au regard de toutes les conditionnalités. Or, à partir de ce que
nous venons d'identifier comme faille, c'est-à-dire au moment où on est en train d'examiner les recours de ceux qui ont estimé qu'ils étaient lésés, eh bien, il y a d'autres candidats qui sont déjà quasiment en pré-campagne. Cela ne fait pas juste, il faut corriger tout cela. Mais peut-être, les dates étant déjà arrêtées, on ne voit pas très bien comment le ministère de l'Intérieur ou bien les organes dépendants qui ont en charge l'organisation des élections pourraient modifier ces dates. Mais il est évident que c'est là une faille de ce code électoral parce que les dates ont été fixées avant, alors que toute élection fait l'objet souvent d'un contentieux. Il y a le contentieux préélectoral et il y a le contentieux post-électoral. Là, nous sommes en face d'un contentieux préélectoral, puisqu'il y a examen des candidatures qui avaient été rejetées par le ministère de l'Intérieur et dont les recours ont été portés jusqu'à la Cour constitutionnelle. Donc, on est là face à un pré-contentieux, enfin, à un contentieux préélectoral qu'il va falloir examiner et dont il fallait tenir compte dans la fixation des dates de campagne et de scrutin. Marcel Libama, alors il y a un universitaire contemporain, évidemment, je vais le citer, Jonathan Tutumgom, qui aime dire « toute étude se nourrit de comparaison à chaque fois ». Toute étude se nourrissant de comparaison. Est-ce que vous pensez que cet épisode, cette séquence qu'on est en train de vivre là, mérite d'être corrigée? Là, je parle aux parlementaires, mérite d'être corrigée pour les prochains scrutins, sachant qu'après l'élection présidentielle, il va rester les élections législatives et les élections locales. Monsieur, excusez-moi, hein, les choses du Gabon, c'est compliqué. Hein, quand on vous explique les choses du Gabon, et quand vous dites que vous avez compris, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. Parce que quand on vous explique bien, vous ne comprenez absolument rien du tout. Tout était prévisible. Tout était prévisible. Vous savez que la liste des candidats doit sortir 30 jours avant l'élection. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que, avant ces 30 jours-là, on intègre le contentieux. On donne le temps au contentieux et ce n'est qu'après la sortie des candidats au contentieux qu'on fixe la date. Parce que c'est 30 jours. C'est ce que dit, si je ne me trompe pas, le code électoral, qu'il faut publier la liste des candidats 30 jours avant. Bon, imagine qu'on donne, les compatriotes obtiennent raison auprès de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il paraît que c'est jeudi. Regardez le temps qui reste à ces derniers, alors que les autres ont déjà pris plusieurs longueurs d'avance. Et je suis étonné du silence, parce qu'il y a entre le ministère de l'Intérieur, il y a un organe, le nom m'échappe, qui est chargé de veiller à toutes ces choses-là. Est-ce que la période de la pré-campagne est encadrée par la loi? Parce qu'en ce qui concerne la campagne en elle-même, les dates sont fixées, connues, encadrées. Est-ce que la pré-campagne est une période encadrée? Est-ce que ne pas faire de pré-campagne pourrait impacter sur la campagne d'un candidat? Mais bien sûr, je vais vous le dire. Oui. La campagne, c'est 2 semaines, 15 jours. Et quand vous voyez un peu la géographie de notre pays, nous sommes en saison de pluie, avec des routes impraticables, avec un réseau routier en état piteux. Vous avez aussi des zones lagunaires et autres. Donc la pré-campagne est assez importante dans une campagne dans notre pays. Mais et même le gros de la campagne se fait lors de la pré-campagne. Est-ce que la pré-campagne, et vous savez que la valeur ajoutée... Est-ce que ce sont des artifices, des subterfuges que le politique a imaginé justement pour gagner davantage de... La parole est libre, vous êtes libre. Oui, non, je vous laisse sur ce point-là. Ouais. C'est pas une invention du Gabon. Partout dans le monde, il y a la pré-campagne. Oui. Quand vous voyez chez nous, ça s'exprime sous quelle forme? C'est des dons. Hein, certaines visites et même certaines constructions, certains édifices, ça participe à la pré-campagne. Vous pensez que tous les chantiers qu'on visite, vous pensez que... On sait qui? Qui? Quand on visite nous, à l'Assemblée nationale, on est resté toute l'année, durant toute la transition. Nous n'avons visité aucun chantier. Mais comme par une opération du Saint-Esprit, la semaine dernière, nous sommes allés visiter le chantier de la baie des Rois.
ça avait une odeur, Mais moi, j'ai vu les députés. une connotation. Oui, mais j'ai vu les députés tout heureux. Ça avait d'être- l'air d'une Oui, mais on a vu des députés Oui, heureux donc, en train de faire des selfies à la BD-Roi. Vous étiez content? Non, pas moi, je ne suis pas allé. Ceux qui étaient là-bas étaient contents. C'est très maladroit parce Ils que étaient quand on contents, fait... ils faisaient des photos s'il vous plaît, et tout. Voilà. On ne faut pas qu'on s'amuse avec le pays. Quand on fait ce type de visite, il y a des chantiers à l'intérieur du pays. Pourquoi aller visiter la baie de Roi? Il y a des chantiers à Mintik, il y a des chantiers à Onga, il y a des chantiers à Boumango, il y a des chantiers à Omboué, il y a des chantiers un peu Mais partout. qui doit organiser ces missions de contrôle? Parce qu'on Mais sait c'est que- l'Assemblée nationale. Parce que- L'Assemblée nationale parce qu'on sait qu'en légifère. ce moment, C'est son rôle en ce moment, de le légiférer. CTRI C'est son a rôle. initié C'est des son missions rôle. de contrôle sur C'est les son- chantiers lancés. Je termine, c'est son rôle de légiférer, Oui. de contrôler et d'évaluer l'action du gouvernement. Mais donc, Souvenez-vous que ça, c'est de la responsabilité de législature l'Assemblée dernière nationale. allait visiter les chantiers, par D'accord. exemple, les fêtes tournantes. On va passer la parole à Pascal Oui, ce Kouloui. que je voulais dire par rapport à la période de pré-campagne, au fait qu'il est bon d'attendre que tous les candidats soient connus pour arrêter la date officielle d'entrée en campagne, c'est même parce qu'on parle d'équité, c'est-à-dire que tous les candidats ne disposent pas des mêmes budgets. Et ensuite, par prudence, vous ne pouvez pas investir beaucoup d'argent et être surpris de ce que votre candidature soit rejetée. Parce que lorsqu'on se déclare candidat à l'élection présidentielle, on pense pouvoir remplir l'ensemble des conditions exigées par la loi, notamment la délivrance des pièces et tout ça. Et on adopte un budget. Donc ce budget, on va l'étaler sur une certaine période en disant, j'ai une période de 2 ou 3 mois pour commencer à tisser des contacts sur le terrain. Et quand la campagne sera officiellement lancée, voilà ce que la loi me permet. Parce que les candidats bénéficient de la protection et du soutien de l'État lorsqu'ils sont en campagne officielle. Pendant la pré-campagne, il n'y a pas toutes les mesures sécuritaires que l'État doit accorder aux candidats. Donc, pour beaucoup, certains vont se réserver en disant « j'attends qu'on soit officiellement en campagne pour pouvoir Ça veut dire qu'il m'investir sur le y terrain ». a un ralentissement de l'activité de ces candidats qui ont introduit des recours au sein de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Non seulement c'est-à-dire, ils ne peuvent pas, c'est même pas un ralentissement. Quand on est prudent soi-même, vous ne pouvez pas vous investir sur le terrain alors que votre candidature peut être rejetée. Même vos soutiens financiers ou vos soutiens sur le plan des alliances vont dire, bon, écoute, attendons d'abord que la Cour constitutionnelle se soit prononcée. Or, il y a l'effet psychologique quand vous êtes candidat. Plus vous regardez vos adversaires évoluer sur le terrain, plus vous vous dites, bon, écoutez, les carottes sont un peu cuites. Ce n'est pas la faute des candidats adverses, mais c'est tout de même un élément, je crois, qu'il devrait être pris en compte pour permettre qu'il y ait une sorte d'équité. Et puis ensuite, 2 semaines de campagne, à mon humble avis, c'est très court. C'est toujours très court. Il faut regarder la réalité de notre pays. Il faut regarder les difficultés auxquelles, même les grands candidats, auxquels sont confrontés tous les candidats, parce qu'il y a un problème de gestion des ressources humaines, il y a un problème de proximité avec l'électorat, surtout au présidentiel. C'est quand même assez... Oui, Jonathan Oui, Totongo. c'est sur cet aspect que je voulais intervenir, c'est-à-dire les élections ne sont pas les mêmes. Nous avons des élections législatives et des élections locales qui concernent, pour parler trivialement, des bouts de territoire. C'est des circonscriptions très limitées. Le temps de campagne à l'élection locale et à l'élection législative et à l'élection présidentielle ne peut pas être le même. À l'élection présidentielle, les candidats sont appelés à parcourir tout le pays, tout le territoire. Or, arrimer les 2 semaines, c'est même 12 jours, ce n'est même pas 2 semaines pleines, donner 12 jours à une élection présidentielle, 12 jours à une élection locale, à l'élection sénatoriale, disons locale et législative, ce n'est pas très juste. Parce que être candidat à une élection présidentielle, c'est quand même tout le pays qu'il va falloir parcourir. Et même comme Pascal a dit, même les grands candidats, enfin les candidats nantis de moyens, ont des difficultés, il faut tenir compte. Et regardez la période pendant laquelle se tient l'élection. La saison sèche, la campagne saison sèche, c'est pas la même chose. On n'est pas à la pluie, saison sèche, on est à la saison de pluie. Et même si vous devez louer un hélicoptère, il va falloir tenir compte des conditions météorologiques à certains endroits. Nous avons des zones sombres comme Makongonio, comme Mindik, où vraiment les plafonds sont bas. Et Makongonio est un très mauvais souvenir. C'est pourquoi je prends cet exemple. Or, nous y sommes. Nous sommes en pleine saison de pluie, des conditions météorologiques aléatoires, un réseau routier assez difficilement praticable. Donc, de ce point de vue, je pense que 12 jours pour une campagne présidentielle, c'est très peu. Très peu, selon Et vous, puis, je voulais évidemment. dire, on dit chez Oui. nous, juste un proverbe, pour dire, on dit chez nous, si l'autre a l'avion,
ou à la voiture, vous avez le vélo, vous devez démarrer avant lui. Si vous voulez faire la même chose. Merci. Sur ce point, on en a terminé. On va ouvrir le second tiroir. On reste toujours sur cette actualité en rapport avec l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril prochain. Pour revenir sur ces derniers jours, forte mobilisation sur le terrain, évidemment, des officines, des appareils politiques, de la société civile, on l'a dit, des associations, des ONG, des syndicats. Par milliers, ils ont adhéré au rassemblement des bâtisseurs. Je vais vous proposer de regarder la première rubrique de notre émission, la rubrique politique 2.0. Et on n'est pas allé bien loin, évidemment, par rapport à cette rubrique politique 2.0. On a regardé dans nos programmes, pour reprendre un extrait de ce nouveau programme élaboré par la direction de l'information et la production de Télé Africa, les infos de Thibault et Lucien Combina, qui ont fait un tour récemment au Palais des Sports, voir dans quelle atmosphère les associations, les fédérations, les syndicats, les ONG ont adhéré au rassemblement des bâtisseurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Marc. Comment allez-vous? Ah oui. Attends, vraiment, ça me fait plaisir de vous revoir, monsieur Marc. Vous êtes sénateur, oui, député? Oui, sénateur, exactement. Oui. C'est Thibault, voilà. J'ai une petite émission qui passe à Télé Africa, les infos de Thibault. Ça me vraiment, c'est une grâce de vous rencontrer ici. Vraiment, on va essayer un peu de discuter un tout petit peu. Vous me permettez? Oui. D'accord. J'ai quelques questions, 2 ou 3 questions. Monsieur Kona, vous êtes le député de la transition. Sénateur de la transition, excusez-moi encore une fois de plus. Donc, je voulais savoir, je vois beaucoup de monde ici au gymnase. Vous avez une très belle chemise, mais je n'ose pas me dénoncer. C'est vous-même, vous allez me donner des explications. Donc aujourd'hui, pourquoi tout ce monde-là se retrouve ici? Tout ce monde se retrouve parce que ce sont les leaders d'associations. Beaucoup d'associations se sont engagées à accompagner le candidat Oligui dans sa mission, dans son challenge. Et nous avons souhaité enregistrer, créer un fichier de toutes ces associations et surtout savoir exactement que font ces associations. Parce qu'il faut partir du principe qu'une association regroupe les personnes qui ont décidé de résoudre un problème. Et par conséquent, il faut qu'on sache exactement qui sont ces associations. C'est pour ça que la dernière fois, on n'a pas pu avoir un espace capable de mobiliser tout le monde. Nous avons choisi ce site capable d'accueillir le maximum de personnes, même les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. Et c'est pour ça qu'ici, depuis ce matin, on enregistre. Et une fois qu'on aura tout enregistré, nous allons constituer une base de données et identifier les lieux d'intervention de ces associations pour battre campagne pour le général Oligui. Ok, merci. Pourquoi? C'est très gentil de votre part, monsieur. Mais j'aimerais bien vous revoir parce que j'aimerais bien passer au bureau, peut-être avoir un entretien un peu plus collant avec vous. C'est possible? Tu seras bienvenu. Allez, merci beaucoup, monsieur Marc. Voilà, c'était donc là un extrait de ce programme Les Infos de Thibault retrouvé sur les antennes de Télé Africa. Alors, vous venez de voir un extrait donc de cet échange entre Thibault et Marc Ona Essangui. Le Palais des Sports qui a donc servi de cadre à cette grande opération d'adhésion de toutes ces associations, ces fédérations, ces syndicats, ces ONG qui ont donc signé. Ils sont plus de 1000 ou 2000 aujourd'hui qui ont donc signé. Jonathan Totonkom, comment vous réagissez par rapport à cette adhésion massive justement de l'ensemble des forces vives au rassemblement des bâtisseurs? Non, mais je pense que cette adhésion massive des plateformes associatives, des partis politiques et des individus ne peut pas surprendre à partir du moment où le coup d'État en lui-même, que vous appelez le coup de libération, le coup d'État en lui-même avait reçu l'assentiment général de la population gabonaise. En ce sens que plusieurs Gabonais qui avaient rêvé d'un changement à la tête du pays avaient adoubé ce coup d'État du président Oligui, ce coup qu'ils ont appelé, baptisé coup de libération. Donc, de ce point de vue, je pense que cette adhésion massive ne peut pas surprendre. Mais maintenant, il faut aller au fond du questionnement. Le questionnement, c'est de savoir est-ce que
cette plateforme lancée par le président Oligui, le Rassemblement des bâtisseurs, qui, de mon point de vue, a des allures d'un grand parti politique, d'un grand rassemblement, mais qui pourrait aussi poser des problèmes de leadership lorsqu'on regarde l'attelage des grands partis politiques, comme le Rassemblement, comme le parti du président Chambry, et comme le PDG qui reste quand même le parti le mieux structuré, puisque nous avons regardé les images. Le PDG, lorsqu'on regarde son implantation sur le terrain, lorsqu'on regarde ce qu'il déploie comme effort, c'est quand même encore un Le Parti démocratique gabonais a dit se prononcer ce 19 janvier. Donc le PDG officiellement n'a pas encore adhéré au Rassemblement des bâtisseurs. Oui, je pense que ce ne sera pas une surprise. Je pense que je pourrais parier même que le PDG soutiendra le président Oligui. Mais de ce point de vue, pour terminer, j'ai envie de dire en conclusion que l'adhésion massive des forces vives de la nation à la plateforme lancée par le général Oligui est consubstantielle à l'adhésion massive qu'a reçue l'arrivée au pouvoir du CTRI et le président Oligui. Marcel Libama, est-ce que le Rassemblement des bâtisseurs a été présenté comme étant l'appareil qui va conduire la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema? Est-ce que dans la pratique, il faut nécessairement faire partie de cet appareil-là pour soutenir le candidat Oligui Nguema? C'est-à-dire que si un parti dit, bon, on n'entre pas dans le RDB, dans le Rassemblement des bâtisseurs, mais on soutient quand même Oligui Nguema? Non. Honnêtement, un grand parti, sûr de lui, de son implantation, de ses cadres, de sa force dans le pays, ne peut pas, à la veille d'une élection, intégrer une structure. Parce qu'il ne faut pas confondre le peuple fictif et le peuple réel. Dans ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À chaque élection présidentielle à la veille, il y a toujours des associations, des opportunistes, des profito-situationnistes. Il y a tout. C'est vraiment de la Macédoine. Salade niçoise. Bien sûr. C'est comme une ruée vers le Far West, une ruée vers l'or. C'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Or, toutes ces associations, moi j'ai 30 ans dans les associations. Il y a des associations qui sont faites de briques et de brocs. Il y a des associations qui ne représentent qu'un individu. Je vous dis, prenons l'éducation nationale. Vous avez 25 syndicats, mais en réalité, il y a combien? Il y a peut-être 2 ou 3 syndicats et demi. Dans tous les secteurs, il y a une multiplication d'associations. On n'a jamais vu autant d'associations qu'à cette élection. Alors, est-ce que ça veut Donc dire ça n'augure pas, excuse-moi. Oui. Non, mais attendez. Ce n'est pas un signe, ce n'est pas un bon signe. J'ai dit très bien. Ce n'est pas un bon signe. L'inquiétude, quand vous parlez... Mon inquiétude, attendez. Quand vous parlez de peuple fictif et réel, vous faites allusion à ceux qui sont réellement inscrits sur les listes électorales et ceux qui ne le sont pas, qui ne le sont là que pour la décoration. Non, le fossé abyssal qu'il y a souvent entre les mobilisations et le taux d'abstention. On a eu des... Excusez-moi, le référendum, ce n'est pas loin. Hein? Il y a quelques jours. 16 novembre. Vous avez vu les mobilisations des meetings, des causeries. Mais les bureaux, il n'y avait pas de queue dans les centres de vote. Il n'y avait personne. C'était le désert total. C'est une réalité. Donc moi je dis, pour revenir, moi je ne crois pas vraiment à ces choses-là. Parce que vous savez, les bâtisseurs, hein, ce n'est pas aux historiens que je vais le rappeler. Vous savez qu'il y a eu des grands bâtisseurs dans ce monde. Ceux qui ont fait les pyramides d'Égypte, en Inde et dans beaucoup de pays, les grands monuments en Europe. Il y a eu des grands bâtisseurs, les chemins de fer, on l'a conçu, c'est des grands bâtisseurs, mais à quel prix? Au prix des sacrifices, au prix de l'esclavage, au prix du non-respect des droits humains, des droits du travail et autres. Donc il faut faire très attention à ces concepts qui nous viennent d'ailleurs. Mais moi je dis un parti. Regardez l'attitude du PDG. Le PDG ne peut pas rentrer dans de telles structures. Ils ne se sont pas encore prononcés. Ils se sont déjà prononcés. Non, ils n'ont pas sans se prononcer. Mais quand le PDG vous dit ceci, qu'il attend lire les projets des candidats. C'est ça, c'est une leçon de démocratie.
logiquement, jusqu'à la date où nous sommes en train d'épiloguer sur ce plateau, nous n'avions pas encore, pour la plupart des candidats, les projets de société, parce que les associations qui sont en train de faire là, c'est la danse du ventre. Une association sérieuse, je prends un syndicat, comme le mien dans le secteur de l'éducation, ce qu'il doit chercher en premier, c'est de connaître les projets de société des candidats. Donc la CONACYCED n'a pas adhéré? Non, mais nous, en syndicat, on fait souvent ceci. On se rapproche des responsables politiques. Parce que c'est un échange. Il y a le projet du candidat. Il y a aussi les besoins. Est-ce que la CONACYCED je veux dire que si on est dans l'enseignement supérieur, à l'éducation nationale, dans la santé, et si on est des syndicats forts et logiques, on doit chercher à peser dans le débat qu'il y aura au niveau de la campagne, faire en sorte que les leaders politiques, les candidats, puissent intégrer dans leur projet de société les problématiques qui sont les nôtres. Et c'est cette intégration qui va susciter l'adhésion des militants, c'est les militants de ces syndicats, de ces associations. Or, ils ne mettent pas au devant les problématiques qui sont les leurs, ils mettent au devant le soutien de la candidature. C'est pour moi assez maladroit. D'accord, on va revenir vers vous tout à l'heure. Pascal Nkoulou, comment expliquer alors cette mobilisation? Est-ce que c'est une forte adhésion, un rapport avec la personne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, dont on sait qu'il jouit d'une popularité depuis le 30 août 2023 dans notre pays et même dans la diaspora gabonaise, ou c'est une simple ruée vers l'or? Donc il y a les deux à la fois. Il y a les deux à la fois. Il y a le fait que le président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema reste sur cet engagement et cet écho de soutien populaire qui lui permet aujourd'hui de rassembler très large, et qu'au travers de cela, malheureusement, il faut le reconnaître, il n'y a pas encore adoubé un discours. Et c'est le discours qui fixe de manière définitive les populations, parce qu'il y a un retour à l'investissement. Et l'autre mobilisation, qui est une mobilisation spontanée, et donc une mobilisation qui est orientée sur le principe du vote. Or, pour être un bon électeur, il faut être capable de répercuter ce pourquoi vous votez et quels sont les éléments qui vous conduisent à porter votre soutien à un candidat. En l'occurrence, pour ce qui est du président Brice Clotaire Oligui Nguema, il va falloir qu'il y ait une sorte d'alliance entre, je veux dire, le charisme de l'homme et les raisons sacrificielles qui conduisent les Gabonais à le soutenir, parce que le vote ne suffit pas en lui-même. C'est l'après-vote qui détermine ce pourquoi vous vous êtes engagé. Or, pourquoi est-ce que les électeurs vont s'engager? Ils vont s'engager pour l'école, ils vont s'engager pour la route, s'engagent pour les hôpitaux, s'engagent pour les questions d'emploi. Je le dis pourquoi? Parce que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, puisque nous parlons de lui, lui-même a dit qu'il n'avait pas d'adversaire. Et il a raison. Son adversaire, c'est le chômage. Donc, tous ceux qui se dressent aujourd'hui autour de sa candidature doivent avoir les éléments fédérateurs sur la lutte contre le chômage, doivent avoir des éléments fédérateurs sur les bons hôpitaux, sur la sécurité, sur le rapport à l'immigration. Donc, un peu pour aller dans le sens de ce que Marcel Ibama disait, ces éléments qui sont des facteurs de mobilisation ne sont pas encore connus. Et il faut faire attention, parce que justement, moi j'ai écouté M. Marc Konadir, ils sont près de 2000 associations. Quand vous faites 2000, je vais être généreux, donnons 10 membres par association, ça vous donne à peu près 20 000 personnes. 20 000 personnes, c'est énorme lorsque vous avez un collège électoral qui fluctue entre, en tout cas, à moins de 200 votants de manière générale pour gagner une élection. Donc, il faut éviter de rentrer dans cette sorte de grand enchantement fictif contre la population réelle. Parce que la population réelle, elle est silencieuse. Elle n'est pas dans les partis politiques, elle n'est pas dans les associations, elle est dans une posture d'attente. Et on la verra se déployer à hauteur et à mesure que le charme du candidat Oligui, le charisme du candidat Oligui va être complété par une offre politique plus concrète, plus assise, plus à même de rassurer et de donner de l'élan aux gens qui s'engagent maintenant. Jonathan Toutoumgom, est-ce que la population réelle peut être assimilée aux indécis? Non, je pense que ce que Marcel et Pascal disent, ils ont tout à fait raison. Je ne parle pas de population réelle ou de population fictive. Je veux dire, peut-être pour introduire d'autres concepts, il faut éviter de confondre la foule et le peuple. Il faut éviter de confondre la foule et le peuple. Parce que ce à quoi nous assistons peut être assimilé à un effet de foule.
Or, le peuple, comme le disait Pascal, est parfois silencieux. Le peuple va à des meetings de manière volontaire. Le peuple s'exprime par voie électorale, s'exprime dans les urnes. Le peuple est inscrit sur les listes électorales. Or, est-ce que les foules que nous avons en face de nous aujourd'hui, tous les membres sont inscrits sur les listes électorales? La douloureuse épreuve ou le douloureux exemple du dernier référendum en fait foi. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut s'abstenir d'un optimisme béat en disant nous sommes déjà à 20 000 associations. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. En 2016, il y a eu des sondages qui avaient été commandés du côté d'Ali Bongo et qui disaient à Ali Bongo, au regard de l'engouement, il serait vainqueur à 70%. Le stade à Gonje était plein lors du meeting d'ouverture. Mais qu'est-ce qu'on a observé pendant les votes? Donc, à ce niveau, je pense que nous devons faire attention. Nous sommes, moi, je ne le nie pas, dès les premières heures du coup de libération, comme vous l'appelez, j'ai été parmi les acteurs qui ont pris position pour le général Oligui, même si cela a dû coûter quelques coups politiques. Mais en même temps, il faut qu'on fasse attention face à un très grand optimisme, parce que c'est à quoi nous assistons. Il y a trop d'associations qui sont nées du jour au lendemain. On ne connaît même pas les effectifs de ces associations. Ces associations sont-elles enregistrées au niveau du ministère de l'Intérieur, reconnues comme telles? Rapidement, en un temps record. À quel moment ces associations ont été légalisées? Ont-elles des adhérents inscrits sur les listes électorales? C'est à ce niveau que les officines qui préparent minutieusement la campagne et l'élection du président Oligui doivent pouvoir faire attention. Donc, de ce point de vue, je pense que nous sommes tous d'accord, nous les trois sur ce plateau, qu'il y a un engouement, certes, mais cet engouement doit faire appel à un examen minutieux de ce qui est préparé comme élection par rapport au président Oligui. Parce que trop d'associations, trop d'impôts peut tuer l'impôt. Deuxième rubrique de notre émission, la rubrique reportage. Le week-end dernier a été mise à profit par les partis politiques pour l'organisation des congrès extraordinaires dont l'objectif était d'appeler à voter le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous propose de regarder ce reportage dont la signature porte le nom de Roxana Nsam Angounou. Un reportage, la rubrique d'abord avant le reportage. Voilà le reportage donc de Roxana Nsam Angounou. Elle a été au congrès extraordinaire organisé par le Centre des libéraux réformateurs. Congrès de la réforme pour bâtir ensemble, le Centre libéraux réformateur a tenu son congrès, tant attendu, un événement marqué par un retour sur le passé politique et une vision tournée vers l'avenir du Gabon. Cet événement a été l'occasion pour les membres du parti de réaffirmer leur engagement à œuvrer pour un Gabon moderne, reformé et unifié. Le mot-clé de cette rencontre a été l'annonce officielle du soutien du parti au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, un geste symbolique et stratégique dans la préparation des échéances politiques à venir. Chers camarades, mesdames et messieurs, au CLR, nous sommes des bâtisseurs et des rassembleurs. Nous prônons le partage et l'unité. Ces mêmes valeurs sont ostensiblement défendues et même mises en avant par le candidat Clotaire Oligui Nguema. C'est pourquoi nous disons que c'est bon. Et déclarons ce jour que notre parti réuni en congrès extraordinaire s'est prononcé à l'unanimité pour le soutien à la course à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 du candidat indépendant, mais qui est en vérité un célériste dans l'âme. J'ai cité Clotaire Oligui. Le président du Centre des libéraux réformateurs appelle ainsi tous les militants à une participation massive à voter le 12 avril 2025 pour élire le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema.
Voilà, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on a choisi de diffuser ce reportage du Centre des libéraux réformateurs. Pascal Nkoulou, vous êtes un ancien du CLR. Aux premières années du CLR, vous avez, bien sûr, nous suivons scrupuleusement l'actualité politique dans notre pays depuis plusieurs années. Monsieur Nkoulou a été pendant quelques mois ou quelques années? Quelques années. Il faut dire que la caractéristique du général Jean-Boniface Asselé, c'est qu'il a su, par nature, contribuer à l'émergence de jeunes leaders, que ce soit dans le monde du football, que ce soit en politique. Et chaque fois que je le croise, je suis particulièrement flatté parce que, en termes de cru, si je peux m'exprimer comme ça, je fais partie des jeunes qu'il a encadrés, qu'il a su orienter, des conseils importants qui, lorsque nous avons à prendre des décisions stratégiques, nous orientent encore. Oui, d'accord. Et ce que l'on retient aussi, c'est que le CLR est un parti politique né, pas sur un coup de tête, peut-être, mais Jean-Boniface Asselé, qui était l'une des figures de proue du Parti démocratique gabonais dans les années 80 jusqu'au retour du multipartisme en 90 dans notre pays, a été l'une des rares personnalités du PDG à oser sortir de ce parti au pouvoir parce qu'il souhaitait son indépendance, mais surtout apporter notre ton. C'est bien ça? Oui, je pense que les années 90 vont être marquées quand même par le courage de Jean-Boniface Asselé. En plus de ce que Pascal Nkoulou a dit, Asselé a su marquer les Gabonais par l'œuvre d'émergence des jeunes leaders, que ce soit au niveau du football, au niveau de l'éducation, avec la création de ce qu'on a appelé avant l'IPS, qui est devenu le lycée Joe Dabani, qui continue de former énormément de jeunes Gabonais, mais aussi sur le plan politique, parce que au regard des liens qu'il avait avec le président Omar Bongo, c'était son beau-frère, Asselé était l'une des têtes de proue du Parti démocratique gabonais, l'une des têtes de proue du système d'Omar Bongo, mais qui va quand même à la surprise générale. Et d'ailleurs, les gens disaient au sorti de la conférence nationale, et lorsque, dans les années 1992, lorsque le général Asselé annonce la création du CLR et son départ du PDG, beaucoup ne croyaient pas. On disait, mais Asselé ne peut pas partir du PDG, c'était un jeu. Mais il a quand même marqué les esprits en créant un parti politique qui est devenu même, à certains moments, la deuxième force de la majorité présidentielle de Omar Bongo, étant la deuxième force après le PDG. Donc, de ce point de vue, je pense que ce vieillard aujourd'hui, comme nous aimons à l'appeler, inspire beaucoup de respect. Je ne vois pas 3 ou 4 Gabonais qui croisent Asselé dans les rues sans pour autant lancer une blague au grand-père qu'il est devenu pour tout le monde. C'est quelqu'un d'aimé, mais qui prend aussi des positions courageuses et qui a le courage de dire la vérité, même en blaguant. Donc, ce point de vue, je pense que je voulais rapidement c'est compléter quelqu'un qui est l'historique du CLR. Je peux en parler avec aisance parce que je te le dis. Non, mais ce n'est pas l'objet de l'émission non Asselé plus, a rapidement. dénoncé, c'est important de savoir, parce que nous sommes en période électorale, c'est une période d'inclusion. Asselé est parti du PDG en dénonçant justement une forme d'exclusion politique, parce qu'à cette époque, au format du PDG, il y avait ce qu'on appelait les non-originaires et les originaires. Et lui, du fait de son implantation, à la fois sur le plan national, de son engagement sur l'estuaire avec tout ce qu'il a comme structure économique, il n'a pas admis qu'on le considère comme quelqu'un venu d'ailleurs. Voilà la principale raison qui l'amène à partir. Ça a toujours été son combat, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Ça a toujours été son combat, donc c'est une forme d'inclusion. Et aujourd'hui, pour beaucoup de personnes comme moi qui le considèrent comme un père, ça a été véritablement la nature du CLR. Et je souhaite qu'autour du président Legui, qu'il fasse preuve du même engagement et de la même hauteur pour permettre une meilleure dynamique autour du président de la République. Marcel Libama, pour rester justement sur le CLR, parce qu'il n'y a pas que le CLR, c'est les partis. Non, je sais pourquoi je vous pose la question. On est revenu sur le contexte dans lequel ce parti politique a été créé. On sortait à peine de 22 années des partis uniques. Ça s'appelle le Centre des libéraux. Avant, c'était le Cercle des libéraux réformateurs qui est devenu le Centre des libéraux réformateurs. Le mot réformateur. Donc, il y avait déjà la nécessité de réformer. La restauration impulsée par le CTRI, par Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que Jean-Boniface Asselé ne se rallie pas à Oligui par opportunisme. Mais c'est exactement ça. Est-ce que cette communication est contre-productive?
pour le président de la République. Je vous rappelle que le 30 août, le CETRI a mis un terme au système Bongo, PDG Dabani. C'est ça que les Gabonais disent qu'il est le libérateur. Il nous a libérés contre qui? C'est contre Acélé et les autres. Donc aujourd'hui, ces gens-là, s'ils s'affichent, comme ils s'affichent, dire ce qu'il a eu à dire là, qu'il est célériste dans l'âme, mais c'est tuer la campagne du président de la République. Parce que c'est là où on attend le chef de l'État. Parce que les images qu'on renvoie aux Gabonais doivent les amener à dire qu'il y a véritablement changement. Mais il y a Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y. je vais être vraiment... Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ça va me coûter ce que ça va me coûter. C'est pas grave. Mais ils me donneront raison. Ils me donneront raison. On a parlé tout à l'heure des bâtisseurs. Vous voyez des bâtisseurs à l'intérieur des bâtisseurs avec les grandes figures qui ont été responsables du désastre de ce pays, et vous pensez qu'avec un instrument, avec ces gens-là à l'intérieur, vous pensez qu'on peut attirer des mouches avec du vinaigre, on peut appeler un chien avec un bâton à la main. Donc il y a une question aussi d'image et de symbole. Le 30 août, c'est la libération. Mais la libération de quoi? Mais c'est la libération des Gabonais face au système Bongo, PDG, Dabani et Valentin, et les autres. Donc moi je crois que s'il aime vraiment son neveu, si j'étais vraiment Acélé et qu'il aime bien Brice Clotaire Oligui, il ne doit pas tenir ce type de discours. Il ne doit pas le soutenir de manière aussi ouverte. Ça cache quelque chose parce que le soutien... Les gens qu'on a enlevé le beefsteak le 30 août, vous pensez que sincèrement et honnêtement, ils sont aujourd'hui les plus grands défenseurs d'Oligui, hier dans le Haut-Ogooué. Moi, Marcel Libama, j'étais avec les autres camarades, avec les autres compagnons de lutte. Nous étions les premiers soutiens du coup d'État que nous avons eu le 30. Mais aujourd'hui, vous allez le voir que nous, les soutiens de la première heure, nous sommes passés derrière. Il y a eu de nouveaux venus qui se sont installés et qui sont à table. Donc, mais moi je dis, ce discours, je chute, ce discours, ceux qui sont comptables de la situation du pays devraient faire, s'ils aiment Oligui, faire profil bas. Ils ne sont pas au devant de la scène, ils doivent être au milieu de la foule. D'accord. Alors, la question... Pas au devant. Ça, c'est ce que moi je pense. Parce que le tendon d'Achille de beaucoup de Gabonais qui reprochent qu'il y a une continuation. On veut sentir une rupture. Il faut que la transition fasse preuve d'imagination, fasse preuve d'innovation, de créativité. Or, ce qui manque dans cette transition parfois, c'est de nouvelles choses, des nouvelles ruptures. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, justement. Parce que c'est les mêmes rassemblements, les mêmes adhésions, les mêmes façons de faire les choses. On a l'impression d'avoir vu ce film. Quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est un film que j'ai déjà vu. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Non, vous êtes à 3 sur le plateau. On vous a assez entendu. Merci beaucoup. Donnez le temps aux autres de pouvoir s'exprimer. À propos de la rupture que prône Marcel ici, le président vient de donner le ton contre toute attente en prenant le contre-pied de tout le monde, en désignant le jeune Zigou, Ange Quevin, comme coordonnateur de sa plateforme qui devrait l'accompagner pendant l'élection présidentielle. Non, s'il vous plaît, on vous a entendu. Non, s'il vous plaît, non, mais laissez Jonathan Tougoum développer. On vous écoute religieusement quand vous parlez, donc ne faites pas d'obstruction. Allez-y, monsieur. Je vois donc l'image de la rupture que prônent plusieurs compatriotes en la désignation du jeune Ange Quevin Zigou comme coordinateur du Rassemblement des bâtisseurs. Je vois une espèce de rupture en responsabilisant M. Marc Onaïsengui, jusque-là connu dans les milieux de la société civile avec Marcel Libama, en désignant comme coordinateur national des associations. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Mais tout comme on ne peut pas construire un pays en faisant abstraction de toute idée de rassemblement. D'accord, voilà la question que j'ai envie de poser, la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, peut-être surtout à vous, Marcel Libama, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il y a quelques semaines, vous êtes sur cette posture, sachant que le coup d'État a eu lieu le 30 août 2023. Le comité de transition pour la restauration des institutions a mis toutes les institutions à plat avant de mettre sur place les organes de la transition, en s'appuyant sur ce qu'on a qualifié d'inclusivité, le caractère inclusif. Il y a même eu un dialogue national. Il y a des compatriotes qui ont refusé de collaborer avec le CTRI. Pourquoi vous, Marcel Libama, à votre âme et conscience, vous avez accepté d'être nommé député? On vous a nommé député. Est-ce que vous étiez obligé d'accepter d'être député? Et aujourd'hui, vous voulez ramer à contre-courant
de ce que le CTRI fait. Vous avez une posture, et ça, il y a plusieurs acteurs politiques au Gabon qui adoptent cette posture-là. Vous induisez le peuple dans l'erreur. En fait, le peuple a du mal à vous suivre. Ou vous êtes avec Oligui, ou vous n'êtes pas avec lui. Il faut choisir à un moment, parce qu'on a du mal à vous cerner, en fait. Et ça, c'est pas bon. Mais parce que vous êtes Cette non, espèce de duplicité. Non. Mais bien sûr. C'est le constat qui est fait. Vous ne pouvez pas. Je refuse. Alors que vous devez retirer. Mais est-ce qu'on vous a mis un revolver sur la tempe quand vous avez été nommé? Vous et les autres. Non, vous avez tous accepté. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez... Est-ce qu'on a mis un fusil sur la tempe du CTRI pour me nommer? Soyez cohérent. Je ne suis Soyez cohérent dans vos postures et assumez. Et il faut assumer. Non, il faut avoir le courage d'assumer. Assumer vos positions. J'assume mes positions. Voilà, ça c'est important. Il faut assumer. Autant on vous donne la latitude de pouvoir vous exprimer en toute liberté, mais autant il ne faut pas jouer à ce jeu. Non, oui, monsieur, non, mais je n'ai pas terminé. Vous me posez une question. Non, je vous ai laissez parler. Non, on ne peut pas faire des remarques sur moi et vous refusez que je ne réponde. Non, je ne refuse pas. Non, vous m'avez indexé, monsieur Sinela. Je dois répondre. Mais je dois répondre. C'est le mot de vous ne pouvez pas m'attaquer et vous passez la parole à une autre personne. C'est pas correct. C'est pas des attaques. C'est une mise au point. C'est pas une attaque, c'est une mise au point. Est-ce que, parce qu'on m'a nommé, parce que je suis député, que je dois dire oui à tout mais vous pouvez ce que celui qui m'a nommé me demande de faire, ça ne me ressemble pas. C'est le reproche qu'on a souvent fait. Ça ne me ressemble pas. C'est le reproche qu'on a souvent fait aux acteurs politiques africains. C'est que les Africains, quand ils sont nommés, ils ont du mal à démissionner. Non, monsieur, vous pouvez démissionner. On ne m'a pas nommé pour venir faire la volonté d'un homme ou d'un groupe. Vous avez gagné l'élection. On n'était pas obligé de me nommer. Mais bien sûr, vous n'étiez pas obligé d'accepter non plus. Bien sûr. Bah alors, donc c'est partagé. Je veux dire, on m'a demandé de jouer le rôle de député. Et le rôle de député, c'est trois choses. C'est le même rôle qu'on vous a demandé. Mais bien sûr. Alors là, nous sommes en train de jouer. On n'a pas été élus. On nous a demandé de jouer un rôle. Nous sommes les députés. Non, on vous a demandé. On a compris. C'est du cinéma. Ce que j'ai envie de vous dire, le député a un rôle de voter la loi, contrôler l'action et évaluer. Et donc quand je contrôle, quand j'évalue, je dis exactement ce que j'ai vu. On vous a demandé de jouer un rôle. Non. Je joue bien mon rôle. Ce qui vous gêne, c'est le fait que je sois libre et indépendant. Ce que je voulais dire sur à la fois les jugements de valeur qui sont à porter sur la crédibilité d'un X ou d'un Y, c'est que véritablement, j'ai l'impression que ceux qui, il y a quelques années, avaient le rôle de l'opposition se croient nantis d'un certificat d'amour surélevé pour le Gabon au détriment d'autres compatriotes. On ne peut pas penser que le président public fasse œuvre d'inclusion en associant toutes les compétences et à chaque fois que des personnalités comme M. Assélé, qui est véritablement aujourd'hui, je dis Saint-Père, pour moi et pour beaucoup d'autres jeunes, il les a encadrés, il les a entretenus, il les a élevés, il n'a pas tenu compte du fait de quelle était votre origine, quel était son droit. Et ensuite, on fait vite abstraction de toutes les luttes qui sont menées en interne ou qui étaient menées en interne dans la grande majorité. S'il y a eu quelqu'un qui s'est élevé contre le système Ali Bongo, tout en étant à l'intérieur, qui a même quelquefois, qui s'est quelquefois avancé pour dire, moi je sors de cette majorité, ça a toujours été M. Jean Boniface. On a bien vu que ses propres enfants se sont même retournés contre lui. Assélé n'incarne pas l'avenir. Assélé n'incarne pas l'expérience. Je veux vous le dire. Le salaire n'incarne pas l'expérience pour le Gabon. On a bien vu. Non, je vous le dis. Mais ça c'est vous, c'est votre point de vue. Le coup d'État est venu mettre un terme à ce type. Ça c'est votre point de vue. Vous n'êtes pas un oracle. Aujourd'hui, ce que nous notons tous, c'est que tous ceux qui... C'est un ancien du CLR, c'est normal. Vous, permettez que je m'avance, s'il vous plaît. Mais vous êtes un ancien du CLR, c'est votre ancien patron. Je comprends votre amour pour Assélé, mais il n'incarne pas l'espérance aux yeux des Gabonais. Je vous le dis. D'accord. Maintenant, c'est l'homme du passé et du passif. Ça, c'est selon vous. D'accord. Je sais, merci. Ce que je veux dire également, c'est que quand nous regardons l'ancienne plateforme d'appel à agir, quand on voit leur engagement citoyen il y a quelques mois, et on voit aujourd'hui leur posture, on peut effectivement aussi leur attribuer d'autres qualificatifs, mais nous restons dans l'esprit de ce que le président veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont appelés à œuvrer pour le succès de la transition et pour toutes les tâches autour de la transition doivent être considérés. Oui. Maintenant, regardez, appel à agir, c'est qui? C'était M. Libama, c'est M. Makona, c'est M. Kevin Zigou. Vous êtes fou sur cette situation aujourd'hui. Tous ceux qui sont... Attendez, oui. Donc, oui, vous étiez appel à agir, je sais. Monsieur, le pays vous étiez appel à agir. Au début, vous étiez membre d'appel à agir. Jamais, je n'ai jamais été ni de près ni de loin. Donc, non, copil citoyen. Mais arrêtez, c'est qu'il en Non, on n'était pas dans copil, non, pas appel à agir. Pas appel à agir, copil citoyen qu'on a 6-7, oui. Voilà, je peux le faire, c'est un package. Copil citoyen, appel à agir. Tous ceux qui étaient dans cette posture d'opposant radical, d'opposant ferme,
ont adoubé le CTRI. Sur la base de quoi? Sur la base du charisme de l'homme. Parce qu'en termes de projet, personne ne peut me dire, voilà ce que Oligui m'a dit, voilà ce qu'il va faire, voilà. Donc c'est pour ça que je l'adhère. Aujourd'hui, permettez que d'autres citoyens qui ont payé de leur posture des engagements contre le régime puissent dire que, bon, écoute, ce régime, c'est-à-dire la nouvelle initiative du général Oligui est une bonne perspective pour notre pays et s'y investir. Parce que si on vous n'avait à poser la question aujourd'hui, qui dirige la transition? Et s'il y a des échecs de la transition, qui on va accuser? Appel à agir, on va accuser le copil citoyen. Donc, mettez-vous à votre place et permettez que d'autres Gabonais fassent également l'épreuve de leur capacité à aimer le Gabon. Personne ne vous a décerné la médaille d'amour. Troisième rubrique de notre, s'il vous plaît, troisième rubrique de notre émission, on va l'introduire, c'est la rubrique que dit le quatrième pouvoir. C'est donc le regard des rédactions sur cette forte actualité en rapport avec l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril prochain. Que dit le quatrième pouvoir? Que pense la presse? Quelles sont les analyses, les décryptages que font les journalistes de cette actualité, notamment la dernière en rapport avec ces congrès organisés? On peut déjà avoir à l'antenne, merci du côté de la régie, merci beaucoup. Donc là, on a Gabon Media Time qui s'est intéressé à ce congrès organisé par l'ADR avec son président, l'ancien vice-président Didiop Divong Dédig. L'ADR de Didiop Divong soutient Oligui Nguema, donc c'était le week-end dernier. Il y a eu également le RNR dont le président est désormais Jean Ping. Jean Ping désormais à la tête du Rassemblement pour la Nouvelle République, ce parti, le RNR, qui soutient également Brice Clotaire Oligui Nguema, donc Jean Ping qui a officiellement quitté le Parti gabonais du progrès, puis nos confrères de TV+, qui ont fait un point sur justement ces différents partis qui ont organisé des congrès le week-end dernier, Réagir, ADR, CLR, Union Nationale, RNR de Ping, le RPM de Barreau-Chambrier et la paix du Premier ministre Raymond Donsima, qui soutiennent tous Brice Clotaire Oligui Nguema. Jonathan Toutoumgom, il y a aussi, ça on pourrait avoir ces panneaux après parce que ça c'est très intéressant. On va le remettre tout à l'heure dans quelques minutes. Alors, vous avez regardé un peu le regard des médias, ces mobilisations des partis politiques, ces congrès extraordinaires, tous organisés pour appeler à voter Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est sans surprise. Est-ce que vous êtes étonné? Non, moi je ne suis pas étonné à partir du moment où tous ces partis prennent déjà part. Oui, allez-y, oui. Tous ces partis prennent déjà part à la transition, que ce soit de manière individuelle ou de manière institutionnelle. Donc, de ce point de vue, on n'est pas étonné de voir l'ensemble de ces partis prendre fait et cause pour le président Oligui, mais non sur la base, pour l'instant, d'un projet de société ou d'un programme de gouvernement, mais sur la base peut-être du charisme dégagé par le président Oligui. Or, on le sait, les alliances politiques doivent être basées sur le partage des points idéologiques, sur le partage d'un programme commun de gouvernement, sur le partage d'un projet de société. Or, le soutien que ces partis apportent aujourd'hui au général Oligui est tout à fait un soutien lié non seulement au charisme de l'homme, mais aussi à ce qu'on a appelé le coup de libération. Mais du coup, vient une autre question. Après l'élection présidentielle, je peux parier qu'au regard de l'engouement, on suppose, et c'est le ministre Tunga qui l'avait dit, que le président Oligui part avec les faveurs du pronostic. En partant avec les faveurs du pronostic, et si demain il est effectivement élu, s'étant soumis au verdict du suffrage de ses compatriotes, mais comment vont s'organiser les élections législatives? Est-ce que l'Assemblée nationale demain ou le Sénat seront des institutions monocolores? C'est dangereux pour la démocratie parce que la démocratie est consubstantielle à l'existence des partis politiques. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'il y ait des partis qui se dégagent pour l'action, le soutien au programme de gouvernement et au projet de société du chef de l'État. Il y a d'autres partis qui seront là pour faire les contre-pouvoirs. Or, lorsque nous regardons cet engouement des partis politiques, des associations, de la société civile, on risque d'avoir des institutions
parlementaire qui soit monocolore, ce qui est dangereux pour la démocratie, parce qu'il peut ne plus y avoir des contre-pouvoirs pour empêcher les abus de pouvoir du camp qui aura été vainqueur de cette élection. Marcel Libama. Bien, vous savez l'importance d'un autre son de cloche dans une émission. Bien sûr. Quand je viens là, c'est pour analyser l'actualité à froid. Mais si je voulais analyser l'actualité sous le prisme qu'on m'a nommé, je ne vous donnerai pas les bonnes analyses. Je le fais pour vous. Il faut avoir le courage de le reconnaître sur le plateau. Beaucoup n'ont pas le courage de le faire. Il vous arrive de manquer de contradicteurs sur le plateau. Bien je sûr. le fais. C'est sacrificiel. Tout Et vous à ne savez pas ce que ça me coûte souvent. Pour dire que moi, je ne parlais pas de la carrure de l'homme. D'abord, le courage et l'action. Parce que s'il y a quelque chose dont nous sommes tous unanimes, c'est que le pays est en chantier. Le pays était mort. Et il y a beaucoup de chantiers que le président de la République a lancés sur l'ensemble du territoire. Et je vous disais tantôt que la communication politique, au cœur se trouvent les réalisations. Et les réalisations, il en a. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, sur cette base-là, je ne comprends pas bien, comme disent les fonds, ou à belle situation en main. Tu as la situation en main, tu paniques, ou à paniquer, et pourtant, tu as belle situation en main. Tous ces regroupements, toutes ces équipes, fait des briques et des blocs, Oligui n'en a pas besoin. Il a seulement besoin des gens qui savent organiser les choses, des bons communicants pour mettre en lumière tout ce qu'il a fait ici et là, et la mayonnaise va prendre. On ne nourrit pas une poule le jour du marché. Figurez-vous, Sinella, de mon point de vue, l'un des plus grands soutiens du président de la République, c'est le Parti démocratique gabonais, le PDG. N'en déplaise à certains. Quand vous créez une plateforme et vous désignez comme responsable le plus grand profondeur de votre plus grand soutien, ça mène où? C'est pourquoi je vous parle autour de ce que nous sommes en train de faire. Au cœur se trouve la problématique des hommes. Justement, vous allez garder... En charge de conduire tous ces processus. Marcel Libama, vous allez garder, Tous ces processus. vous allez garder la main, justement. Donc vous moi allez j'ai un problème attendez. sur les hommes et j'ai un problème avec le timing. Vous allez garder la main, Marcel Libama, justement, parce que je vais introduire là un autre aspect qui est en lien avec ce que vous êtes en train de dire pour essayer de voir si le rassemblement des bâtisseurs, finalement, laisse entrevoir certaines limites qui peuvent finalement enrayer la machine. Vous allez nous remettre du côté de la régie, s'il vous plaît, le panneau en rapport avec l'actualité sur réagir. Et vous voyez que c'est un article de nos confrères de Gabon Review, élection de François Ndorobian possible, exclusion de la team Ongundu Lunda, soutien à Oligui Nguema. Alors, on a ce parti Réagir, dont certains soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema, vont donc fédérer au sein du Rassemblement des bâtisseurs. Marcel Libama venait de faire le point sur le soutien apporté par le PDG à Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourtant, le PDG est un parti politique depuis le 30 août 2023, qui est dans la ligne de mire de Ange Kevin Zigou, qui est pourfendeur justement de l'ancien parti au pouvoir. Comment réussir cet attelage-là, justement, avec ce genre de situation? Oui. Moi, Marcel Libama va continuer. Ensuite, vous aurez la parole, Pascal Nkoulou. Oui, allez-y. Mais c'est impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Et je disais toujours que ce n'est pas l'homme en tant que tel. Mais son choix ne cadre pas parce qu'il doit fédérer les alliés objectifs. Le PDG n'a pas seulement que la structure qui est sur l'ensemble du territoire. Figurez-vous que la plupart des gens qui composent les commissions, qui composent les bureaux de vote, sont issus en majorité du Parti démocratique gabonais. Donc attention, il faut savoir ménager le chou et la chèvre. Je crois que là, il y a un problème. On peut aller sur le plan aussi des associations. Vous savez que je suis l'un des fidèles, parmi les fidèles de Marcona. Et la société civile, il y a des grosses machines sur le plan religieux, sur le plan syndical, sur un certain nombre de plans. Il y a des conglomérats sur la société civile qui regroupent, il y a beaucoup de plateformes. Donc, à partir de là, il faut faire très attention. Il faut tenir compte du passé et du passif des leaders
que vous mettez en place sur le plan de la mobilisation, parce que je suis un entrepreneur de la mobilisation. Et je sais une chose dans la mobilisation, que pour qu'il y ait mobilisation, il faut remplir un certain nombre de préalables. Sans cela, il n'y a pas mobilisation. Or, tous les préalables ne sont pas réunis. C'est pourquoi j'insiste pour dire, faites attention entre la foule et le peuple, entre le peuple réel et le peuple fictif. Aujourd'hui, on a au devant de la scène des associations qui engagent leurs associations sans consulter les bases. Cet engagement se repose sur quoi? Nous sommes dans une situation, comme disait le défunt Boum Moyakou, du donnant. Je suis dans le secteur d'éducation. Je dis, je veux voir en termes d'école, en termes d'infrastructures, en termes de rythme scolaire, en termes de réforme, qu'est-ce que les candidats à la présidence proposent aux Gabonais. On va écouter Pascal. Et nous devons faire aussi œuvre de pédagogie. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes par ce type d'exposition, cette ruée, comme je l'ai dit tantôt, vers le Far West. Nous n'aidons pas nos populations à grandir politiquement. Je termine pour dire que les partis politiques aussi ont un rôle d'éducation envers les populations. Et je crois que là, cette façon de faire, nous n'éduquons pas nos populations. Nous continuons à les moutoniser. Et moi qui est le père de la démoutonisation, je ne vais pas participer à ce type de messe. D'accord. Pascal Koulou. Moi, je crois qu'effectivement, il faut se garder des victoires toutes faites, premièrement. Le premier constat qu'il faut avoir, et il est vrai, c'est que les grandes majorités autour, quand je parle des grandes majorités, c'est l'ensemble des formations politiques, c'est les structures associatives, c'est les structures civiles, connaissent malheureusement des frictions en interne. Mais ce que le peuple gabonais doit savoir, et je comprends parfaitement la crainte de M. Lubama, c'est que si on se fie aux structures qui aujourd'hui sont soit chargées de conduire la campagne, ou soit de l'animer, ou si on se fie à tout ce qui se déroule autour de l'élection présidentielle, on risque évidemment de revivre un certain nombre de travers qui vont à la fois réduire l'impact que la campagne, enfin l'élection de M. Le Guy aurait dû avoir, parce que pour beaucoup, il y a un certain nombre de situations qui ressemblent à des situations de repositionnement. Or, ce que les Gabonais doivent savoir, et c'est ce pourquoi moi je les invite les uns les autres à se focaliser, c'est qu'il faut bien faire la différence. Le rassemblement autour de M. Le Guy n'est pas un rassemblement politique. C'est un rassemblement fait sur le principe de la patrie. C'est un rassemblement patriotique. Donc ça veut dire que chaque Gabonais y va en tenant compte du fait qu'il a accepté le coup de libération du 30 août 2023. Voilà le vecteur rassemblement. C'est celui-là. Le reste ne se fera que lorsqu'il y aura des élections politiques. Et la lutte, s'il te plaît, les luttes politiques, attendez, si, les luttes politiques, pas au monde. Permettez que je parle. Ça n'existe pas. Monsieur Chacun vient vous dérangez un peu. pour des raisons différentes des uns des autres. Non, mais c'est ce que le rassemblement, il y a ceux qui viennent pour les postes, il y a ceux qui viennent pour l'amour du pays, il y a ceux qui viennent parce que c'est mon parent, il y a ceux qui viennent parce qu'on a appris ensemble, il y a ceux qui viennent parce qu'ils pensent qu'il y aura quelque chose qu'on pourrait avoir. Donc, dans un mouvement, moi je suis syndicaliste, quand vous voyez un grand rassemblement, tous ceux qui sont là ne viennent pas pour la même raison. Je n'ai pas dit que les gens viennent pour la maison, je dis que le repositionnement politique que les Gabonais craignent, parce que c'est de ça dont il est question. Quand on dit tel visage n'est pas bon, c'est parce qu'on pense qu'à l'issue des élections présidentielles, ces gens sont susceptibles de rebondir. Vous verrez, quand ils n'auront pas ce qu'ils sont venus chercher, vous allez voir comment ils vont se comporter après la présidentielle. C'est moi qui te le dis. Or, les Gabonais doivent simplement fédérer autour du président pour lui donner la possibilité d'être au-dessus du contingence et des appareillages politiques. Pourquoi ? Parce que le repositionnement politique dont vous parlez aurait effectivement lieu, mais il va se dérouler au niveau des élections législatives. Et là, les Gabonais ont le loisir de sortir. Vous parlez de repositionnement politique. Le problème, c'est que la question n'est pas que politique. Le plus important, la question n'est pas que politique. Mais le rassemblement, Pascal Koulou, le rassemblement des bâtisseurs, Pascal Koulou, vous tirez la couverture du côté des acteurs politiques. Mais est-ce que c'est une question simplement politique? C'est un attelage où il n'y a pas que des politiques. Oui, mais il n'y a pas que des acteurs politiques, justement. Non. Quand vous parlez de repositionnement politique, ça concerne les partis politiques. Non. Vous pensez qu'un grand parti comme le PDG, ces grands partis-là, vont s'engager derrière le candidat sans contrepartie? Je vous prenais la dernière fois l'exemple de quelqu'un qui accède au pouvoir. Je vous prenais le danger de l'exemple de quelqu'un qui accède au pouvoir sans appareil, sans parti politique. Et ce que dit Marcel Libama, il a raison. Il n'y a pas un parti
qui viennent soutenir un candidat sans contrepartie. Il n'y a pas une structure associative qui vienne soutenir un candidat sans contrepartie. On est dans le domaine politique, même si tous les acteurs ne sont pas des acteurs politiques, mais on est dans le domaine politique où chacun compte trouver son, où chacun cherche à trouver son compte. Et donc, de ce point de vue, je vous ai pris l'exemple d'Amadou Toumani Touré qui avait accédé au pouvoir après avoir dirigé la transition, mais qui n'avait pas de parti politique, qui a compté sur toutes les plateformes politiques associatives qui l'ont soutenu, mais finalement, il a eu du mal à gouverner parce que chacun tirait la couverture de son côté, même si le soutien était infime. Vous avez aujourd'hui le cas de Macron en France. Macron, parce qu'il a dû créer un parti alors qu'il était déjà au pouvoir et que ce parti n'a véritablement pas un ancrage national par rapport au parti cinquantenaire, comme le Parti socialiste, comme le rassemblement de Marine Le Pen, le Rassemblement national. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est une initiative à encourager du fait que le président Oligui ait mis sur pied un appareil qui peut-être, je le dis, je prends sur moi ce que je dis. Est-ce que le Rassemblement des bâtisseurs est un parti politique Laissez-moi aller. Ou un organe qui connaît la campagne. Il faut éviter les amalgames. Laissez-moi aller au bout de mon idée. Je dis bien. Je dis bien. Cette plateforme. Je dis bien cette plateforme. Mais puisque certains démissionnent pour accéder. Je dis bien c'est une plateforme, un mouvement. Il n'avait pas besoin de démissionner. Mais c'est l'ignorance qui fait agir comme ça. Moi, je suis syndicaliste. Si je rentre, je garde mon identité. Si vous êtes pasteur, vous gardez votre identité. Mais si quelqu'un enlève son identité, ça veut dire que c'est à terme, c'est un parti. Ça va se mouvoir en parti. Ne faut pas tromper les autres. Ne trompons pas les autres. Il ne faut pas tromper les autres, soyons pas naïfs. Mais justement, même Macron, même en marche, quand il s'était transformé en parti politique. Le président Oligui pouvait se contenter. Ne soyons pas dupes. Moi, je viens de lire. S'il vous plaît, on va écouter parce qui a démissionné du PLC et créé son parti. Ça laisse quand même réfléchir. Hans-Kevin Zigou a démissionné du PLC. Mais pourquoi? C'est un mouvement qui n'a pas besoin de crée un nouveau parti. C'est lequel? J'ai pas le nom, mais c'est sur les réseaux sociaux. Il a démissionné du PLC. il a démissionné du PLC pour être nommé coordinateur général. Vous n'avez pas eu l'authenticité. Vous n'avez pas authentifié cette lettre pour dire cette lettre et de M. Zigou. Non, quel parti? Il s'appelle comment ce parti? Il s'appelle comment? Je crée un nouveau mouvement. Il ne dit pas j'adhère au RDP. Il dit je crée un nouveau mouvement politique. Je crois que Zigou s'écrit. Il ne l'a pas annoncé. C'est différent. Il n'a pas encore annoncé la création de son parti politique. J'ai envie de dire, le président Oligui pouvait se contenter des mouvements qui le soutiennent, que ce soit des partis politiques ou des mouvements associatifs. Mais à partir du moment où il a réfléchi, il crée son mouvement, son appareil. C'est vrai, créer un parti politique à 2 semaines des élections, c'est risqué. Mais ça prend d'abord la connotation d'un mouvement politique. Mais rien ne nous dit que dès que le président est élu, il lui faut avoir un appareil. Et ça peut être transformé en parti politique. Ça va être transformé. Au regard de toute l'organisation qui est mise autour. Moi, j'ai été hier au siège des bâtisseurs. J'ai vu l'arsenal, j'ai vu l'organisation, mais M. Nkoulou, si l'identité n'est pas encore un parti politique reconnu par le ministère de l'Intérieur, mais dans les faits, ça y est. Donc de ce point de vue, je pense qu'il a pris la mesure du danger que nous avions dénoncé ici, c'est-à-dire quelqu'un qui accède au pouvoir sans un appareil politique. Et donc de ce point de vue, je pense que tous les autres qui viennent soutenir parce que demain, il faut que le président Oligui, dès qu'il est élu, tienne compte de tout ce qui l'ont soutenu. Et il n'y a pas de soutien gratuit en politique. Longoria n'existe pas en politique. Non, il n'y a pas de Longoria en politique. On va faire un dernier tour de table sous forme de conclusion. On va commencer par vous, Pascal Nkoulou. Oui, je voudrais de manière assez simple résumer ce que j'ai dit. Je dis que l'engouement autour du président de la République pour les citoyens et non pas pour les responsables politiques devrait se faire sur la base du patriotisme et que tous les désidérata en termes de déception, d'images mauvaises, de personnes à rejeter ne devraient pas influencer leur choix. Parce que les vrais politiques s'engageront après les élections législatives. Il se peut qu'à la fin des présidentielles, le chef de l'État désigne quelques ministres, mais ce sera tout. Les députés, ce n'est pas le président qui va les nommer. Les maires, ce n'est pas le président qui va les nommer. Donc, ce n'est pas la peine de dire les gens vont espérer une sorte de ristourne de leur investissement à l'élection présidentielle. Ce que le président pourrait faire, c'est leur donner les moyens d'aller battre campagne. Pour lui, évidemment, ce que le président pourrait faire, c'est que ceux d'entre eux qui auront la capacité à influencer sur le terrain, sous le dessus du chef de l'État,
une aide financière pour aller mieux battre campagne aux législatives. Mais ce n'est pas le président qui va nommer les députés, ce n'est pas lui qui va nommer les sénateurs. Donc, à ce moment, la récompense politique, la vraie, parce qu'on parle de gouvernance, si on est en démocratie, M. Libama, M. Toutou, se fera quand on aura les majorités à l'Assemblée, on aura les majorités aux assemblées locales. À ce moment, le président piochera au nombre des personnalités qui sortiront du lot. Et là, c'est au peuple gabonais de faire un barrage à tous ceux que vous qualifiez comme étant des acteurs du passé ou ayant un passif. Ça va se faire naturellement. Je voulais poser une question, mais comme ce sont les conclusions, je ne pose plus la question. Jonathan Toutoum, votre conclusion? Non, mais comment conclure cette émission? Tout simplement en disant que nous sommes à quasiment 2 semaines de l'élection présidentielle. Moi, mon rêve, c'est de voir cette élection apaisée, de constater que ceux qui seront vaincus vont avoir le courage de féliciter le vainqueur de cette élection et que nous n'ayons pas un lourd contentieux, enfin, nous n'ayons pas des lendemains post-électoraux chahutés comme par le passé, que nous ayons un lendemain post-électoral où chacun reconnaît le vainqueur de cette élection. Mais en même temps, il faut aujourd'hui que les gens prennent conscience, notamment ceux du ministère de l'Intérieur, ceux des organes dépendants qui ont en charge l'organisation de cette élection, que ces gens se disent, nous avons là l'avenir du Gabon entre nos mains et que finalement, ceux qui ont en charge de battre campagne ne le fassent pas de sorte que chacun veut avoir des bons résultats dans sa localité parce que c'est ce qui attire la fraude. Ce n'est pas le président ou bien le candidat qui fraude pendant les élections. Ce sont ceux qui veulent faire en sorte qu'on dise, oui, à Minzi, on a eu le plus gros score et on est tenté de modifier les résultats. Il faut arrêter ce comportement. Laissons les élections se dérouler normalement. Laissons les Gabonais voter. Laissons les Gabonais choisir leur propre président et que ce président tienne compte de ce que ce sont les Gabonais qui l'ont voté. Et tout simplement pour que le Gabon amorce véritablement un véritable pas vers la démocratie et le multipartisme. Merci Jonathan Toutoum pour cette conclusion. On termine avec vous, Marcel Libama. Je fais les propos du docteur. Et comme on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et j'exprime toujours des craintes. Parce que rien n'a changé. Et l'ennemi numéro 1, c'est l'abstention. Et on ne combat pas l'abstention avec ce type de leader et ce type de mouvement. Parce que beaucoup de Gabonais ont déserté le chemin des urnes. Et aujourd'hui, les partis politiques, par leur façon de faire, ont encore éloigné leurs militants. Parce que beaucoup de militants de ces partis politiques ne se reconnaissent pas dans le positionnement de leur leader. Parce qu'ils n'ont pas fait en amont un travail pédagogique auprès de leurs militants. Parce qu'un parti politique a des objectifs, a des valeurs, a un certain nombre de choses qu'il incarne. Or, aujourd'hui, on a comme l'impression que, c'est quand même curieux, tout le monde organise le même week-end les congrès. C'est suspect. Quel message vous renvoyez auprès des militants? Donc ces leaders-là, qui avaient pour mission de conquérir le pouvoir, ont renoncé aux missions de leur parti. Ça veut dire que beaucoup de militants ne se reconnaissent plus dans leur parti politique et donc sont des gisements d'abstention. Et que ce n'est pas ceux-là qui pourront les amener vers les urnes. Donc il faut mettre en place des stratèges, des gens qui sont capables de réfléchir comment allons-nous faire pour lutter contre l'abstention. Et ne peut lutter contre l'abstention que les gens qui veulent faire la politique autrement. On ne peut pas obtenir une adhésion des populations si nous faisons les choses comme nous avons toujours l'habitude de faire. J'attends un geste d'innovation, de créativité, d'imagination dans cette transition. Et moi, je répète pour terminer, que vu les chantiers qu'on a dans notre pays, M. Oligui n'a pas besoin ni du kounabélisme, ni du kolingonisme, ni du caducisme, ni comment on appelle, de mouchokinisme. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Et les Gabonais, je veux le dire ici haut et fort, il y a des bons Gabonais dans tous les partis politiques, dans toutes les associations. Je n'ai pas l'impression que ce sont ceux-là qui sont mis au devant de la scène. Parce que quand vous regardez ce qu'on donne les responsabilités, ils ont toujours des liens d'amitié
de liens de parenté et autres avec le bord de mer. Donc il faudrait maintenant qu'on sorte de ces oripeaux-là. Il faudrait que les gens on les désigne en fonction de leur poids réel, en fonction de leur notoriété. Parce que j'aime toujours le dire, qu'en politique, le début de la victoire, c'est la notoriété. Et que si on est un homme politique, parce que je vous aime, Pascal Koulou, même si je ne vous le dis pas souvent, mais je le profite de le dire aujourd'hui sur le plateau de télévision. Mais c'est très important ce que je suis en train de dire. Il faudrait maintenant qu'on a... C'est la conclusion, Marcel Libama. Un homme politique doit avoir un fief politique. Si vous n'avez pas un fief politique, et je termine sur le titre d'un journal aujourd'hui, comment on l'appelle, Lombanja, il a dit, qui peut réunir le Moyen-Ogooué? On peut poser cette question-là dans toutes les provinces. Qui peut unir le Wellington? Qui peut unir le Haut-Ogooué? Quel est le rassembleur? Il n'y a plus de rassembleurs. Il n'y a maintenant que des coureurs vers le Far West. Il n'y a plus de rassembleurs. Aujourd'hui, on a du mal à identifier dans chaque localité, qui est rassembleur, qui est unificateur. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est là où nous sommes maintenant. Merci Marcel Libama pour votre conclusion. Merci également à vous, Pascal Koulou, et au docteur Jonathan Tuntumgom. Merci à tous les trois d'être passés autour de la table pour le décryptage de cette actualité forte en lien avec l'organisation le 12 avril prochain au Gabon de l'élection présidentielle. L'ouverture de la campagne est annoncée le week-end de la semaine du 28-29 mars prochain. Attendu le rendu de la Cour constitutionnelle au sujet des recours introduits par certains candidats dont les dossiers de candidature ont été invalidés par le ministère de l'Intérieur. Ce sera avec le même bonheur, le même plaisir que je vous retrouverai dans les prochains jours sur les antennes de Télé Africa pour un autre décryptage, peut-être après le rendu de la Cour constitutionnelle. Jeudi, on aura ligne de mire et ce sera avec le plaisir que je vous recevrai Marcel Libama, Pascal Koulou et Jonathan Tuntumgom. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.